terre arabe cultivable. Okay. Tout dépend de la graine. Vous ne la plantez pas n'importe où. Vous la plantez là où il y a concentration d'humidité. Humidité, chaleur, et là où la terre est, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Oui, l'eau. C'est une terre qui est gorgée d'eau, on dit. D'accord? Alors si vous faites ça, dans ma langue on dit, l'arbre est dans la graine et la graine est dans l'arbre. Hein, en fond de main. Hein? L'arbre est dans la graine et la graine est dans l'arbre. Ça veut dire que celui qui connaît la graine là peut te dire déjà quel sera l'arbre. Tu comprends, non? Non, vous n'avez pas compris. Bon, maintenant, ici là, même ceux qui n'ont pas compris, ils ont raison de dire qu'ils n'ont pas compris. Ici là, c'est la couche qui est au-dessus. Là, ce n'est pas la terre arable et cultivable, c'est la terre où il y a l'enracinement. Donc si la graine est bonne là, elle va produire des racines profondes. Et plus les racines plongent dans la terre, plus elles vont chercher la sève nourricière qui est vraiment très bonne. Hein? Si je disais que l'arbre c'est en fait un homme, c'est le sang alors. Et puis s'il faut irriguer. Vous avez compris, non? Bien. Maintenant, si toi tu dis que voici les racines là, hein, il y en a beaucoup là. Bon, ok. Ici là, si effectivement les racines convoient la sève nourricière, le tronc doit être droit. Si tu vois un arbre dont le tronc est comme ça, c'est qu'il y a un problème. Le tronc là doit être droit. Tu comprends, non? Parce que c'est le tronc qui va maintenant amener vers le haut. C'est un mouvement, c'est pas comme la fontaine. C'est canalisé. C'est magnifique. Hein? Et cette canalisation va aboutir à une quatrième strate. Hein? Donc, première strate, la graine, 2, 3. Et la quatrième strate, maintenant, c'est quoi? C'est des branches droites qui vont porter des fruits succulents, nourriciers, et tout ça là que tu vois là. Donc, ça là, tout est en vue dans la graine. J'appelle ça la vision du monde. J'appelle ça la vision du monde. Je n'ai pas de vision. Bon, si vous prenez n'importe quel président africain, par exemple Yahya Boni, je pose une question. Monsieur le Président, vous sollicitez les suffrages de vos compatriotes. Pouvez-vous nous exposer votre vision du monde? Il va dire, mais non, pourquoi tu me parles de vision du monde? Moi j'ai un programme. Et je vais appeler le FMI, je vais appeler la Banque mondiale, je vais appeler, ils vont me donner tant d'argent. Vous comprenez? Parce qu'il ne connaît que le langage de la mendicité. Oui! Et il ne peut pas faire autrement parce qu'il est mendiant. Le Yahya Boni que tu vois là, c'est mon président. Hein? Si je vais au Bénin, personne ne me touche. Ça dit, je suis protégé par les Africains. Et après, je vais m'entretenir avec le président de la République. Et je lui parle de Akhenaton, des choses comme ça. Et ses conseillers s'ennuient. C'est quoi ça? Le président écoute Akhenaton, tout ça. Donc, c'est-à-dire, vous voyez ici là. Hein? Bon, ça c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie. Tout initié, ça. Donc, la graine, c'est la concentration de la vision de l'arbre. Donc, c'est la vision du monde. Ça, là, les racines, là, c'est les valeurs spirituelles.
que colporte cette vision du monde. Valeurs. Hein? Quelles sont les valeurs? Mais quand tu vas à l'école, là, quelles valeurs tu étudies même? Quelles valeurs tu étudies? L'homosexualité aujourd'hui? Non! L'homosexualité n'est pas une valeur. C'est pas nous, mais c'est ce qu'on étudie aujourd'hui? Non! Je vous ai posé une question. Comme vous êtes un futur formateur, vous devez être absolument rigoureux. L'homosexualité est une pratique sexuelle que d'aucuns peuvent qualifier de déviante ou d'autres de normale. C'est tout à fait normal. C'est une pratique sexuelle. Mais ce qui est une valeur, et quand vous opposez ça aux gens, personne ne peut vous inculper en disant que vous êtes homophobe. C'est que pour qu'il y ait même des homosexuels, il faut nécessairement qu'il y ait une femme et un homme. Et donc, la femme et l'homme, s'il n'y a pas de pratique hétérosexuelle, il ne peut pas y avoir de reproduction d'espèces. Donc, a fortiori, il ne peut pas y avoir d'homosexuel. Quel homosexuel souhaiterait ne pas exister? Ils souhaitent tous exister. Donc, c'est ça une valeur. Est-ce que vous avez compris? Vous avez saisi la nuance, hein? Très bien. Donc, parce qu'il faut être aussi vicieux. Parce que comme ils ont pénalisé l'homosexualité, l'homophobie, donc si vous dites certaines choses, on dit que, ah, le professeur Gomez a donc attaqué les homosexuels alors que la loi l'interdit. Voilà une faille. Moi, je dis, je ne les attaque pas. Je dis que pour qu'ils puissent exister et bien faire leurs affaires, hein, il faut qu'il y ait un homme et une femme. D'accord? Tout ce que je leur dis, c'est ne pas faire leurs affaires avec moi. Mais je les attaque pas, c'est la façon de dire. Okay. Bon, donc, est-ce que vous comprenez? C'est ça les valeurs spirituelles. Les valeurs. Bon, ça c'est quoi? C'est ce qui fait que l'arbre tient debout. C'est ce que les anciens Égyptiens, responsables de la civilisation pharaonique, appelaient la prospérité équitablement partagée. Ça dit l'économie. Voilà. Hein? Vous avez compris, non? L'économie. L'économie, ça ne veut rien dire d'ailleurs. Le mot économie n'a aucun sens, étymologiquement parlant. Par contre, quand tu dis la prospérité équitablement partagée, tu as une vision derrière. Voilà. Hein? Et puis là, c'est quoi? Là, c'est tout ce qui va permettre de gérer équitablement la cité. C'est donc la politique. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe qui n'est pas normal en Afrique? C'est qu'on met ça avant ça. C'est comme si un arbre n'a pas de graines et on voit directement les fruits, le Parlement, les députés, le sénateur, le ceci, le cela. Mais attends, il faut quand même commencer par là. Vous comprenez? Et voici pourquoi on nous combat. C'est que nous, on commence par là. Tu as vu, non? Hein? On commence comme tout peuple normal doit commencer. Bon, vous allez me dire, professeur, moi, je suis Batéké. Je suis issu des Batéké, des Téké. Vous êtes Yoruba. L'autre, il est Dogon. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas la même vision du monde. N'est-ce pas? C'est logique. C'est ce qu'enseignent les africanistes et leurs disciples. Ils font des monographies tribales et sous-tribales à l'infini, qui n'ont aucune valeur scientifique. Donc, ce que nous nous disons, c'est ceci. Ne confondons pas les anciens Yoruba, les anciens Bamileke, avec les ancêtres. Parce que si nous venions à vous démontrer que vous avez en fait des ancêtres communs, mais que vous ne les connaissez même pas, tout change, la donne change. C'est fini. Eh bien, c'est ce que nous démontrons scientifiquement. C'est-à-dire, il a existé dans la région des Grands Lacs africains une vision du monde homogène qui a permis ensuite aux civilisations égypto-nubiennes de se développer et aux autres civilisations post-pharaoniques de poursuivre la distribution de cette cosmogonie. Voilà notre thèse, donc personne ne peut réfuter ça. Personne sur la Terre. Il n'y a pas
un être humain qui puisse réfuter. Parce que s'il réfute, je passe à un autre stade. C'est-à-dire, je l'emmène au tableau et puis on commence à faire des hiéroglyphes et il prend la fuite. Obligatoire, il prend la fuite, il prend la fuite. Bon. Deuxième chose, les valeurs spirituelles. Il va dire, oui, mais chez nous, nos mamans Batéké nous ont dit qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Je dis ça, c'est les anciens Batéké qui vous ont enseigné. Ça c'est bien. Mais les anciens n'ont pas pu enseigner en dehors des ancêtres. Il va me dire, mais les ancêtres ont enseigné quoi? À ce moment-là, je dis, ils ont enseigné le code des vertus cardinales de la mère. Voilà. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Bon, donc, ensuite, il va me dire, oui, mais tu nous parles du trône là. Mais est-ce que tu sais que dans nos pays à nous là, dans nos villages, parce qu'il va toujours dire son village, comme si le monde avait commencé par des villages, ou dans son petit bois sacré, où il fait ses petits vices là. Tu comprends? Ça, c'est pas mon problème. Donc, moi, je dis quoi? Je dis, ici là, qu'est-ce que vos ancêtres avaient donné? À ce moment-là, nos ancêtres avaient eu un modèle d'organisation économique dont le but n'était pas la maximalisation du profit concentré dans les mains d'un petit groupe, d'accord, mais dans la distribution solidaire et communautaire des fruits du travail collectif. D'accord? Qui n'a pas compris ça? Ça c'est très clair. Bon, il va me dire, mais est-ce que tu as même une preuve que quelqu'un a fait ça? J'ai dit oui. C'est le ministre, c'est-à-dire le gardien suprême du trésor royal du pharaon Toutankhamon, qui s'appelait Maya, le premier économiste dans l'histoire, que je vais dire sur Africa numéro 1. Et quand je dis sur Africa numéro 1, il y a 8 millions de personnes qui écoutent. C'est pas comme dans une petite salle. Ok? Je le fais tous les mardis, avec la grande journaliste Aïssa Thiam, qui m'a donné le micro. 9h10. Non, 9h, c'est on fait monter la mayonnaise. À 9h10, on met un peu la musique. Et après, on dit que le professeur parle. C'est terminé. Bon, donc, et le premier qui va s'amuser avec moi, il va voir. Donc, est-ce que vous avez compris? Donc, ici, là, tu as compris. Ça veut dire que si tu veux distribuer les fruits de la croissance, l'Afrique est le seul continent qui porte 88% des réserves énergétiques et minières de la planète. L'Afrique est le seul continent qui porte 80% des matières premières stratégiques de la planète. C'est-à-dire, si quelqu'un veut aujourd'hui faire des téléphones portables, en faire 2 milliards, il doit aller en RDC. Il doit aller en Ouganda. Il doit aller tout ça parce qu'il y a le coltan. Mais c'est aussi le seul continent où on empêche les Africains de créer sur place des industries de transformation de ces matières. C'est pour ça qu'on a tué le président, le père Kabila. Tous ces gens-là, on les tue comme ça. Bon, donc, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il a existé donc un modèle d'organisation économique ou socio-économique auto-référentiel, self-référentiel. Ce n'est pas du capitalisme, ce n'est pas du socialisme, ce n'est pas du communisme. D'accord? Et ce modèle-là, nous devons redécouvrir ça à travers les humanités classiques africaines, par-delà les monographies tribales des africanistes et de leurs disciples. Donc, nous disons que, ici, là, il a existé un mode de gouvernance où tous les éléments de la société sont représentés. Le conseil des femmes, le conseil des anciens, le conseil des paysans, le conseil des jeunes, le conseil de ça. J'appelle ça, non pas la démocratie parlementaire corrompue, mais la maticratie des conseils. Voilà. Donc, nous disons qu'il ne peut pas y avoir de renaissance africaine s'il n'y a pas une renaissance des outils conceptuels, de la vision du paradigme, de la vision du monde global et de l'ensemble des projets à mettre en place selon un temps déterminé
que nous pouvons mettre en place en fonction des compétences. J'exclus donc, en parlant de compétences, tous les nègres qui viennent avec uniquement des certificats d'aliénation académique. Qu'ils appellent doctorat de philo à la Sorbonne, tout ça. Ça c'est zéro, on ne veut pas. Déjà, même, ils prennent leur doctorat, ils s'en vont. Avec. Bon, maintenant, si tu fais la philosophie, on t'amène un vieux, tu discutes dans ta langue avec lui. Et tu expliques presque quand t'as dit. Donc je cautionnerai aucun analphabète nègre. Hein? Aucun analphabète ne sera cautionné. Bon, vous me dites, oui, mais Kovi, tu dis ça dans quel cadre? Tu dis ça, est-ce que c'est le Bénin qui dit ça? Est-ce que c'est l'Union africaine? Je dis non. Ce qui caractérise un homme libre, un homme qui a une pensée libre, c'est la capacité de prendre des décisions. Donc j'ai décidé, moi Kovi, de créer l'Université panafricaine des savoirs. J'ai décidé. Donc, le problème maintenant, on dit oui, mais tu as décidé. D'accord. Et là, ils vont m'avoir. Est-ce que tu as l'argent? Je dis non. Je réunis les Noirs à Porte de Vincennes et chacun donne 12 €. Et certains viennent en disant qu'ils ont oublié leur carte bleue. C'est ça le problème. Sinon, j'ai décidé. Ça dit, je décide qu'à partir de maintenant, je fais un programme virtuel avec paiement PayPal, visioconférence par Skype, et que tous les grands acteurs de la pensée panafricaine, Bilolo, Lasconi, Yves Ekwe Amaïso, Kovi Rekmira, bien sûr, puisqu'il faut se servir soi-même. Hein? Bilolo, Aboubakri Moussala, Babacar Sall, tout ça se met à la disposition de l'Afrique. Donc si vous parlez de BCEAO, nous on ne parle pas. Ça ne nous intéresse pas. Si vous parlez de la Banque centrale panafricaine, on parle. Et là, votre interlocuteur, c'est le professeur Abou. Si vous parlez du franc CFA, ça ne nous intéresse pas. Parce que c'est le franc des colonies. Or, on n'est plus colonie. Votre interlocuteur, c'est le professeur Abou, la monnaie unique africaine. Et si vous dites que la finalité, c'est développer le Bénin en réduisant la pauvreté, ce n'est pas digne du peuple dont les ancêtres étaient à l'origine du berceau de l'humanité. Réduire la pauvreté. Là où il y a la richesse insolente. Non. D'accord? Mais si vous dites que la finalité, c'est de bâtir dans 50 ans United States of Africa. Là, d'accord. Je suis d'accord. Donc, ce n'est pas le petit Bénin que moi je vais bâtir. Ça ne m'intéresse même pas. Bien. Donc, et ceci pour les Béninois qui sont dans la salle, ce n'est même pas mon problème. Bon, donc, je vais maintenant entrer de plein pied dans le sujet. Voici la situation qui caractérise le noir. Regardez bien. Silence. Wow. C'est une guerre silencieuse. C'est une guerre silencieuse. D'accord? C'est-à-dire, l'Afrique, on doit marquer silence. Wow! Guerre en silence. Comme quelqu'un qui souffre veut crier sa souffrance et on dit tu souffres en silence. C'est ça qui se passe en Afrique. L'Afrique, c'est un vaste mouroir. D'accord? Où on contraint les victimes au silence. Et où il n'y a pas de secours. Voilà. Et où on amène des faux secouristes, qu'on appelle les ONG. Et tout ça. Pour justement mieux aggraver la souffrance de l'Afrique. Voilà ma position. Voilà pourquoi je ne m'exprime jamais à la télé des mineurs. Parce que tout le monde dit, il faut que les ONG viennent. Et voilà, ça c'est la politique officielle du Bénin. Il faut que les ONG viennent. Moi je dis, les ONG, c'est comme les assistants sociaux conséquents. S'il n'y a pas de pauvres, ils n'ont pas de boulot.
Donc leur but, ce n'est pas d'enlever la pauvreté. C'est au contraire de créer les conditions d'une pérennisation de la pauvreté. C'est ça. Et bien pareil pour les ONG. Est-ce que vous avez compris? Je dis, silence, on tue en Afrique. Silence, on tue en Afrique. Voilà l'Afrique. Depuis quand cette guerre existe en Afrique? Depuis l'Antiquité. Voilà ma position. Certains disent que la guerre existe depuis la colonisation, la traite des Noirs. Non, depuis l'Antiquité. Et qui est celui qui a fait que cette guerre est devenue une guerre intestine, où des brèches ont été ouvertes, dans lesquelles se sont engouffrées ensuite les forces obscures? C'est le pharaon Akhenaton. Quelle était l'intention du pharaon Akhenaton? L'intention du pharaon Akhenaton, c'était de permettre aux gens qui ne sont pas dans les cénacles des initiés, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans le clergé d'Amon, d'avoir accès à l'initiation à travers l'intermédiation d'un homme qu'on va appeler plus tard un prophète. Et cet homme, c'est lui-même. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Parce que, à la fin de l'Ancien Empire, au moment de la période intermédiaire, le peuple, notamment les paysans, avait dit qu'il n'est pas normal qu'il y ait tant de temples dans les 42 noms de Tamérie, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'Assouan jusqu'à Nocratis dans le delta. Et que ces 8000 temples absorbent et génèrent des richesses à travers les fêtes d'Amon de paix, les grandes fêtes. Et seul le clergé profite des richesses. Donc il y a eu une révolution dont j'ai parlé sur Africa numéro 1, qu'on appelle la révolution paysanne et osirienne, qui est la première révolution dans l'histoire de l'humanité. Et celui qui a consigné en hiéroglyphe cette révolution s'appelait Ibou Ourou, comme Ibou au Sénégal. Ourou grand, c'est-à-dire le grand cœur. Celui qui a le grand cœur. Celui qui a un grand cœur. Ibou Our pour les égyptologues. Le livre, ils l'ont intitulé à tort Admonestation d'un sage. Mais en fait, dans le livre, Ibou Our explique les causes de la révolution. Et explique que l'empire pharaonique a failli s'effondrer suite à cette révolution. Mais cette révolution a été vaincue par une pacification qui repose sur la force. Mais les revendications et les causes de cette révolution n'ont pas été prises en compte dans le projet de l'institution pharaonique. Il ressort de ce que j'ai dit que pour bien comprendre la structure et le fonctionnement du système en Égypte pharaonique, à l'apogée donc de la civilisation nègre, il faut tenir compte du fait qu'il y avait un gouvernement religieux qui obéissait au grand prêtre d'Amon, qui résidait à Ipet Sout, qui est le vrai nom de Karnak. Et le lieu de culte par excellence de la race noire, c'est le temple d'Amon de Karnak, occupé par les Arabes, à l'heure où on parle. Et donc ça veut dire à libérer. C'est évident. Quand ils ont dit qu'ils allaient détruire les pyramides, les frères musulmans, et qu'ils ont été matés par le maréchal Al-Sisi, les gens m'ont dit de condamner Al-Sisi parce qu'il est dictateur. J'ai dit, mais quelqu'un qui a dit qu'il ne faut pas détruire les pyramides, en quoi est-il mauvais? Je le défends. Al-Sisi. Et Al-Sisi a même défendu les Coptes aussi. Hein? Al-Sisi. Hein? Quand je vais même aller en Égypte, je vais dire si. Bon. Donc, je dis ceci. Il faut bien comprendre que vos alliés objectifs peuvent ne pas être d'accord avec vos valeurs. Mais dès lors qu'ils se débarrassent de vos ennemis,
ils font un travail positif. Dès lors qu'ils affaiblissent vos ennemis, ils font un travail positif. Dans la pensée de Mao Tse-tung, on appelle ça l'opposition entre les contradictions principales et les contradictions secondaires. Donc, la question que je pose est la suivante. Est-ce que la révolution osirienne et paysanne a abouti à des réformes du gouvernement religieux? Non. Il y a le gouvernement civil qui, lui, est dirigé par le Jati, l'oreille du pharaon, qui est donc celui qu'on appelle vizir en utilisant un terme de Mésopotamie qui n'a rien à voir avec l'Égypte. Okay? Donc, tous les personnages dont je parle sur Africa numéro étaient des premiers ministres en fait. Hein? C'est-à-dire c'est des savants qui sont premiers ministres, qui sont en même temps. Tu vois, ils étaient très puissants. Et ils étaient comme ça à 16 ans. Nous, à 50 ans, on dit encore qu'on prépare une thèse à la Sorbonne. Je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi la sortie bonne? C'est nul, c'est nul. Bon, donc, je dis ceci. Et lorsque le pharaon Akhenaton que tu vois là, lorsqu'il a fait ce qu'il a fait, c'est parce qu'il avait été initié par des gens qui portaient des peaux de léopard. Donc vous voyez jusqu'en Égypte ici, un prêtre qu'on appelle Zuma. Souma. Zuma comme Jacob Zuma. Zuma, son nom signifie celui qui porte la peau. Zuma, que tu vois. Et c'est ce nom-là que les Hébreux vont voler pour dire qu'ils sont le sémite, Sem. Tu vois, Sem. Hein? Des fois même tu dis Priestley, Isaka Sem. Isaka Sem, c'est le leader historique du mouvement de libération de l'Afrique du Sud. Hein? Priestley, Isaka Sem. Hein? Bon, donc, Sem. Donc le prêtre Sem, c'est qui le prêtre Sem? C'est le prêtre qui a accès au rituel pour dompter le léopard. Or, pour dompter le léopard, il y a un mot, c'est Konga, du Congo. Ko, dompteur, Nga, léopard. C'est pas, je ne suis pas en train de parler une autre langue, c'est la langue égyptienne. J'ai dit qu'on a les points bons. Bon, donc, voici une femme avec une lance égyptienne qui dompte le léopard. Selon les représentations du bassin du Congo actuel. Voilà une femme qui dompte le léopard, qui est une initiée du Congo. C'est une initiée Congo. Vous voyez? Bien. Donc, lorsque je dis que ces gens-là domptent le léopard, c'était avant la guerre. Parce que les peuples de la mer sont les premiers à avoir tenté de nous envahir, profitant de nos discordances entre les partisans de la réforme attonienne et les orthodoxes d'Amon, du culte d'Amon. Ils ont profité. Mais il y en a qui, eux, n'ont pas profité. Ils se sont installés. Parce que ceux qui ont profité, les Nubiens nous ont aidés à les chasser vers le désert. C'est eux qu'on appelle les proto-berbères. Aucun peuple blanc ne peut être autochtone en Afrique. Parce que les radiations ultraviolettes vont faire qu'ils vont disparaître. Il faut avoir la mélanine pour être en Afrique. Surtout ça. Oh là là. Après la désertification. Le Sahara était verdoyant. Je vais vous montrer le Sahara jusqu'à moins 8000. À partir de moins 5000, nous entrons dans les phases de désertification du Sahara. D'accord? Et il ne reste plus que des oasis. Et les animaux disparaissent, ils s'en vont. Mais on a le peuplement du Sahara. Sur les peintures rupestres, c'est que des noirs, il n'y a pas de blanc au Sahara. Donc les proto-berbères, c'est les descendants des peuples de la mer. Ils ont voulu détruire l'Égypte. Ils ont échoué. Donc ils sont partis vers la Cyrénaïque. C'est ce qu'on appelle la Libye actuelle de Kadhafi là-bas. La Tripolitaine, toujours la Libye.
le Haut-Atlas marocain et l'Algérie, la région qu'on appelle aujourd'hui la Kabylie. Ils ont à voir avec les Garamantes, dont parlent les périples de l'Antiquité, n'est-ce pas? Bon, je ne veux pas m'étendre sur cette... C'est un séminaire, donc il faut que vous ayez une visualisation quand même. Bon. Ensuite, ils vont se mélanger avec des Noirs, qu'on appelle les proto-Wangara, pour donner les Touaregs. Ah, le peuplement de l'Afrique du Nord. Des nègres à l'origine, jusqu'à moins 7000. À partir de moins 7000, des nègres qui quittent les oasis pour descendre vers le bassin du Tchad. Et pour descendre aussi vers le Kanem-Borno. Donc, à travers le Kanem-Borno, ils vont accéder maintenant au Cameroun. Et à partir du Cameroun, là, ils vont descendre, pour certains, jusqu'au Gabon. Hein? Voilà, donc je suis en train de montrer comment nos ancêtres ont évolué. Hein? Bon, donc, à cette époque-là, les Blancs étaient dans quel état? Hein? Puisqu'ils ont dit que les Égyptiens étaient des Blancs à peau noire, d'accord. Mais les Blancs à peau blanche étaient dans quel état? Les Blancs à peau blanche, c'est d'eux que moi je parle. Alors, évidemment, ils disent qu'ils n'ont pas de traces. C'est surprenant. Ils ont créé des civilisations partout, mais ils n'ont pas de traces. Eh bien, il y a des traces, les voilà. C'est qu'ils étaient capturés systématiquement par les Noirs. Enchaînés. En voilà un, t'as vu sa barbe là? Voilà le codère. Un autre, le codère. Attaché, c'est-à-dire, même les pieds, pourquoi? Parce que quand tu attaches la main, il fuit quand même. Donc on attache les pieds, tout ça là. Et c'est des nègres qui les attachaient comme ça. Ce genre de document, le locodème ne montre jamais, parce que la race victorieuse ne peut jamais avoir subi même une défaite. Hein? Ils nous font des contes de fées qui s'appellent des livres d'histoire. Mais non, ils étaient capturés systématiquement par les nègres. Alors vous allez me demander, professeur Gomez, est-ce que vous approuvez ce que vos ancêtres ont fait en les attachant? J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que c'était des bêtes sauvages qui fondaient sur l'Égypte, éventraient des femmes enceintes, enlevaient le fœtus, faisaient des boucliers humains. Prends ton enfant et dis si tu viens, je vais le tuer, il égorge là. C'est des trucs comme ça. Donc il fallait d'abord une phase de neutralisation que les Nubiens ont assurée. Donc les Nubiens sont descendus, c'était des gens de 2,15 m avec des bras. Et dans un deuxième temps maintenant, professeur Gomez, une fois qu'on les a neutralisés, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'ils deviennent des gens dans la société africaine? J'ai dit, mais c'est ce qui s'est passé. Après les avoir neutralisés, éduqués, mais nous avons fait une erreur. Nous avons cru qu'ils avaient changé. Mais en fait, ils faisaient comme s'ils étaient... Regardez bien, quand vous voyez un blanc, un prédateur, qu'est-ce qui se passe? Quand il est en difficulté, il est gentil. Dès qu'ils sont nombreux, et qu'il a vu que vous avez une faille, c'est là où vous voyez qu'il est. Donc il ne fallait pas très vite les laisser comme ça. D'après moi, hein, il fallait les garder longtemps et les neutraliser pendant de longues décennies. Ça n'a pas été fait. On les a mariés avec nos sœurs. On les a mis dans l'OTAN. Ils sont même devenus premiers ministres, comme Ibn Yacoub. Ils sont devenus premiers ministres. Tu vois, le noir seul a fait ça. Parce que quand le blanc fait, si c'était le blanc qui avait fait, il aurait exterminé. Mais nous, on n'extermine pas, puisque dans le code des vertus cardinales de la marque, on dit que tu ne feras pas couler le sang de ton frère. Tu vois, alors. Bien. Donc, les Hyksos sont ceux qui ont occupé et qui ont montré le caractère prédateur de l'agression du blanc. Ils ont été neutralisés grâce à deux pharaons. Un qui s'appelait Iyamessou, l'autre qui s'appelle Kamosis pour les peuples d'Égypte. Iyamessou, c'est le fondateur de la 18e dynastie. Mais les séquelles de cette invasion vont maintenant toucher au Nouvel Empire, le schisme attonien. Et à ce moment-là, les descendants des Hyksos vont profiter du déplacement du pharaon
vers sa nouvelle capitale, la cité de l'horizon d'Aton, Aket-Aton, pour pouvoir s'installer là-bas et faire des villages de Hekakachus, Ixos, c'est-à-dire d'une des composantes de ce qu'on a appelé plus tard le peuple juif. Et donc, lorsqu'ils vont faire ça, c'est lorsque le général d'armée, le général Horemheb, va faire le premier coup d'état de l'histoire militaire de l'histoire de l'Afrique et de l'histoire de l'humanité. Il va donc provoquer la fuite des partisans d'Akhenaton. C'est cette fuite que Esdras va romancer puis appeler plus tard l'Exode. Général Horemheb. Horemheb, son nom signifie Horus est dans la joie en égyptien. Horus est dans la liesse, Horus est dans la fête. Pourquoi? Parce qu'il a rétabli le culte d'Horus et d'Amon, l'orthodoxie. Mais à quel prix? Au prix d'une fracture et d'une déchirure du peuple égyptien. Et à ce moment-là, trois choses vont changer en Égypte et dans le monde noir. Les Noirs vont commencer à aller chercher des femmes blanches en Asie pour les mettre sur le trône et vont reléguer leur maman au rang de concubine et de femme à plaisir dans les harems. Nous sommes à la fin de la 18e année. Comme c'est une société matriarcale, ça veut dire que le pouvoir échoua maintenant à des femmes qui ont subi une culture patriarcale et nomade. Donc ces femmes vont élever leurs enfants royaux métis contre l'Égypte et ses valeurs. C'est pour ça que j'avais parlé des valeurs. Qui n'a pas compris? C'est la première chose. La femme a hérité du pouvoir et a donné à l'homme l'autorité. Mais le jour où l'homme va utiliser la force physique pour ravir le pouvoir de la femme, s'octroyer un pouvoir qu'il ne sait pas gérer pacifiquement, à ce moment-là, l'homme va déchaîner la tempête dans sa propre maison. Et il y aura donc maintenant des luttes d'influence et de clans au sein de l'appareil pharaonique. Qui n'a pas compris ça? Bien. La deuxième chose, c'est que ces enfants royaux vont commencer à orienter la diplomatie égyptienne selon les affinités de leurs parents. Donc il y aura les pro-mitaniens, les pro-assyriens, les pro-ceci, les pro-cela, mais plus de pro-africains. Qui n'a pas compris ça? Nous sommes le seul peuple à ne pas reconnaître le mot métis. Il n'y a pas de mot pour dire métis. Nous ne disons jamais mulâtre. Mulâtre, c'est le croisement entre l'âne et le mulet. On ne voit pas en quoi c'est glorieux. Et après, ils disent que c'est des chabets. Hein? Donc, tout le monde se bat maintenant pour éclaircir la race. Faire disparaître par un génocide, par dilution des gènes et par absorption des gènes. Et on dit, voilà, j'exhibe mon beau petit mulâtre, mon beau petit chabet. Et c'est devenu un jeu d'exhiber des petits chabets partout. La maison des Kémites est-elle contre le métis? Non, jamais! Puisque nous travaillons, pour nous, un de nos papas s'appelle Jerry Rollins. Oui! Mais la maison des Kémites est contre tout individu qui exhibe son teint, le coderne, pour pouvoir dominer les nègres. Voilà notre position. Vous avez compris. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Hein? Parce qu'on a dit que le professeur Gomez est contre les métis, qu'il y a même un qui a écrit sur Internet, mais lui-même a fait un métis avant. Oui. Moi aussi, j'ai fait un métis. Oui. Mais, maintenant, ce qui importe, c'est que je ne peux pas, aujourd'hui, me mettre avec une femme. Hein? Si sa peau n'est pas comme la peau de ma maman aujourd'hui. L'homme peut aussi comprendre l'histoire. Je ne dis pas aux gens de ne pas se marier. Hein? L'amour, c'est... Attention, l'amour, c'est sacré. Hein? L'amour n'a pas de couleur. Mais si tu dis pendant l'esclavage que le métissage était une bonne chose, ça veut dire que tu fais l'apologie du viol. Nos mamans étaient violées. Donc tu ne peux pas faire l'apologie du viol. Par contre, si tu dis, j'ai choisi une femme blanche
mais je veux inculquer à mes enfants des valeurs africaines, je peux comprendre ta position. Même si les plus hauts dirigeants africains doivent avoir des femmes qui sont à l'image de nos mamans. Voilà ma position. Il ne faut plus de première dame comme la première dame en Côte d'Ivoire, au Gabon, qui ne ressemble pas à notre maman ou quoi que ce soit. Voilà ma position. Hein? Donc, ce que je veux dire ici, et il faut que ce soit clair pour tout le monde. Lorsque le Chinois dit, la première dame de chez moi doit être à l'image de la Chine, personne ne dit qu'il est raciste. Quand le Noir dit ça, il est raciste. Moi, j'attends de voir le président de la République française se présenter au suffrage avec une femme noire. Moi, j'attends. Alors, si vous admettez une vérité, mais que la réciproque n'est pas vraie, c'est que votre vérité, c'est une illusion. Voilà ma position. Bon, donc, ce que je dis également, pour que tout le monde comprenne, c'est que cette guerre va s'inviter dans un troisième temps. Et ça, c'est à la basse époque. On va fermer le dernier temple égyptien. C'était le temple de Dendera, avec le faucon au rude. Je vous ai ramené tous les documents. Et à ce moment-là, on va dire que quiconque pratique la religion africaine, hein, on élimine. Et les conquérants vont prendre en otage les détenteurs africains de la science sacrée, vont les torturer pour qu'ils donnent leur secret. C'est comme ça qu'on a commencé à donner des cours à Thalès, à Pythagore, à Eudoxe, à Phérécyde, à Aristote, ainsi de suite, ainsi de suite. L'Afrique n'a jamais ouvert ses connaissances d'elle-même à des intrus. C'est parce qu'on était tombé. Parce qu'on fait croire qu'ils sont venus à l'époque pharaonique quand on était nous-mêmes et que nous leur avons donné la science, jamais. Personne ne donne personne ne peut donner de la confiture à un cochon. Tu fais la confiture, tu lui donnes. Après, il dit que c'est même pas bon. Qu'il a la nausée. Parce qu'il mange les excréments. Il faut le laisser. Il ne fallait pas leur donner. Donc, ma position est très simple. Ma position est très simple. Pourquoi les gens qui ont fermé les temples et qui ont créé des syncrétismes, un des syncrétismes est dans un livre qu'on appelle le Corpus Hermeticum. Il n'y a qu'un seul exemplaire à la bibliothèque nationale. Allez voir. Ça, ce sont des gens qui ne respectent pas le code des vertus cardinales d'Amar. On dit tu ne tueras point. Pour avoir le pouvoir, il tue. Il tue même leur mère. Déjà, il commence par tuer leur mère. C'est pour ça que vous n'avez dans aucune langue européenne un mot pour dire le meurtre de la mère. Vous avez seulement parricide. Parce qu'il n'y a que le mot où tu tues ton père qui est valable en droit. Ta mère, tu la tues, personne ne te poursuit même. Hein? Voilà. Vous n'avez aucun mot pour dire que tu as tué ta soeur. Il n'y a que le mot fratricide. Tu peux tuer ta soeur. Tu peux tuer ta fille. Parce que la femme est un objet de reproduction. De futur mâle. Si elle a le malheur d'avoir une femelle, elle nuit à la structure guerrière du clan indo-européen. Voilà ce qu'on enseigne par là. Voilà pourquoi on veut nous réduire au silence. Donc, le corpus hermeticum, ça vient d'un mot qui est Hermès, Trismégiste. Parce que la divinité par excellence, qui initie tous les sages, s'appelait Djahouti. A en pharaonique. 3 fois A. A, ça dit grand. En pharaonique. Donc quand tu dis Djahouti, A, ça veut dire il est grand par le cœur. Il est grand par
le savoir, l'esprit. Et il est grand par l'application de son savoir. Donc, ça donne les 3 savoirs fondamentaux. Le savoir-être, qui est une disposition du cœur. Le savoir-faire et le savoir-vivre. Mais Yahouti Agil a trouvé ça lui-même. Non, c'est une maman qui est sa patronne, sa matrone. Hein? Cette maman s'appelait Sachatou, Séchat. C'est Séchat qui est la patronne des savants. C'est une femme. Mais Séchat seul ne peut rien faire. Il y a une autre de nos mamans qui s'appelle Astou, Aïssatou, Aïssata. C'est Isis. Elle est qui? Elle est la patronne du roi, de la royauté. C'est pour ça que le trône lui-même porte son nom. Astou, c'est le trône. Aïssatou, tu vois, c'est le nom maman, elles sont magnifiques. Hein? Bon. Donc, la science est au service du pouvoir. Qui n'a pas compris ça? Un pouvoir qui ne repose pas sur la science. Et sur les valeurs spirituelles qui découlent de la science. C'est un pouvoir arbitraire. Un pouvoir qui n'a pas de limite. C'est pour ça que celui qui régnait en Grèce et qui a envoyé Pythagore étudier à Memphis, il s'appelait Polycrate. Et son nom signifie celui qui a tous les pouvoirs. Même le pouvoir de vie ou de mort. Et son titre, c'est quoi? Son titre, c'est le tyran. Le tyran de Samos. Hein? Samos, c'est la localité d'où vient Pythagore, que tu vois là. Hein? Un jour, je vais aller en Afrique, puis je vais parler de Pythagore pendant 5 heures. Ça dit, je veux que les Africains s'occupent. Ça dit que j'amène Bilolo. Bilolo parle pendant 5 heures. À Bou, 5 heures. Au Benga, 5 heures. Et quand il parle, il faut leur donner 8 000 €. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes un continent riche. Et puis, on a 200 € pour faire des salles. Voilà. Donc, Hermès Trismégiste, c'est le nom de la première loge maçonnique. Hermétisme. Le temple hermétiste. Qui est-ce qu'il y a dedans? Des gens qui sont à l'opposé de toutes les valeurs que nous avons approchées. Je vais donner quelques-uns de leurs titres de gloire. Et il me sera permis ensuite de citer certains noms célèbres. Bon, ils étaient pédophiles. Mais comment le terme est mal choisi? Parce qu'on devrait dire pédophage. Le pédophile, c'est quelqu'un qui fait du bien aux enfants. Comment tu peux faire du bien en faisant ça? Donc c'est pédophagie. Hein, je propose. Hein, vous dites que Cordy a dit pédophage, c'est plus français. Il faut quand même parler le français correct. On n'est pas là pour plaisanter avec la langue française. Hein? Pédophage. C'est tous des pédophages. Tous les philosophes grecs étaient pédophages. Platon était pédophage. Platon organisait dans les gymniques, c'est-à-dire des cours dans lesquels il préparait l'esprit à recevoir la philosophie, et un stage d'érotisme. Et ce stage comportait une épreuve qu'on appelle la perforation. Donc Platon était un perforateur. Platon, tu vois là, hein? Bon. Donc, Platon, hein? C'est pas n'importe quoi. Donc, il s'est fâché avec Aristote. Aristote a dit, tu m'as trop perforé, c'est bon. Mais il y avait l'autre petit là, Alcibiade, lui, il acceptait tout le temps. Il dit à Alcibiade, tourne-toi. Voici l'épreuve philosophique majeure. Ensuite, nous allons faire le banquet. C'est ça qu'il faisait Platon. Ça, c'est le professeur Cheikh Anta Diop qui a attiré mon attention sur le côté bizarre de Platon. Il a dit, tu enseignes même ça là-bas, les gens Pythagoras vont t'expulser.
Parce que c'est quelqu'un qui fait de la perforation. Hermétisme, donc tu vois là. Bon, donc, c'était des gens aussi qui utilisaient le savoir comme un mode pour dompter les gens en les emmenant dans l'ignorance. Donc, il y avait la dimension exotérique avec X, la dimension ésotérique avec S, et la dimension exotérique. Hein, dans le savoir de Pythagore. Et tout ça dans la secte pythagoricienne. N'est-ce pas? Mais en tout cas, dans la dimension exotérique avec X, il y avait un aspect, c'est qu'ils avaient compris que l'ignorance, c'est la voie royale qui mène vers la servitude. Or, le but de l'enseignement, c'est la servitude. Donc, il faut que le peuple soit ignorant pour être docile et obéir. Alors que dans l'ancienne Égypte, la connaissance, c'est la voie royale qui mène vers la liberté, la créativité. C'est l'inverse. Donc, je dis qu'ils ont inversé les valeurs. La science qui étudie les valeurs et qui a disparu au profit de l'éthique en Occident, c'est l'axiologie. Par axiologie, nous entendons la science de toutes les valeurs. Si tu as la vérité, quelle est la valeur sur laquelle est fondée la vérité? Si tu dis que la vérité n'est pas fondée sur une valeur, ça veut dire que tout ce qui est bon pour toi, c'est la vérité. Même le mensonge. Tu vois? Donc, ils ont fait comme ça. Et c'est les premières loges en fait, qui procèdent donc d'un détournement de l'enseignement de Djerouti. Djerouti étant le démiurge d'une des écoles initiatiques africaines les plus célèbres, qu'on appelle la cosmogonie de Kéménou, c'est-à-dire Hermopolis. Ça veut dire quoi la... Donc, oui, vous dites. Vous avez dit un mot. Il faut noter. Vous notez. Après, vous posez les questions. Je ne réponds pas en refaisant des retours, parce que sinon je perds le fil de ma pensée. Okay. Vous avez compris? Pédagogiquement, c'est mieux comme ça. Donc, corpus hermeticum, ça veut dire le corpus des enseignements qui procèdent du détournement de la cosmogonie hermopolitaine pour les mettre au service du contraire des valeurs axiologiques de l'Égypte. Donc certains disent en fait que la franc-maçonnerie vient de l'Égypte parce que c'est notre héritage pour pouvoir justifier. Hein? Ben justement, si ça venait de notre héritage, hein, ce serait les mêmes valeurs. Voilà ma réponse. Est-ce que vous avez compris? Donc dans Civilisation barbarie, Cheikh Anta Diop dit que la franc-maçonnerie est une dénaturation et une perversion du modèle d'enseignement de l'Égypte. Dénaturation et perversion. Donc c'est assez clair. Ensuite, il y a une deuxième tendance.
dents, serpent bicéphale, qui crache le venin et l'antidote en même temps. Donc c'est des symboles africains qu'ils mettent tous sur la médecine. Hein? Quoi qu'il en soit. Bon, donc, ce que j'ai dit, c'est ceci. Il faut qu'on soit très clair. La différence avec cette école, c'est que les gnostiques vont prendre les documents d'Alexandrie et vont maintenant inventer une conception ésotérique de la connaissance. Et ils vont créer des petits cénacles dans lesquels ils vont se coopter entre eux, selon des rites sataniques. Et si tu veux être riche, si tu veux avoir les meilleurs emplois, si tu veux avoir la meilleure femme, si tu veux avoir le meilleur homme, parce que c'est de là que date le mariage pour tout. D'accord? Tu es obligé de passer par là. Si tu ne passes pas par là, tu tombes dans la 4 catégories de gens qui vivent le martyre chez terre. Les femmes. C'est pour ça qu'on parle de démocratie athénienne. Mais aucune femme n'avait le droit d'aller à la cité pour revendiquer ses droits. Les femmes étaient congédiées. Bannies. Si tu admets que la femme est à l'image de ta mère, de ta soeur, etc., comment tu peux congédier ta propre mère? Voilà ces gens-là. Ils nous parlent après des droits des femmes. Hein. Ils nous parlent des droits des femmes. Mais quand vous regardez Internet, regardez comment ils traitent les femmes sexuellement. Et le mal qu'ils font. La destruction de la femme. Ils appellent ça le bétail féminin. Ils font l'abattoir féminin. C'est comme ça qu'ils ont toujours traité là. Et en France, aucune femme n'a eu aucun droit. Jusqu'à De Gaulle. Toutes les femmes qui ont fait intrusion sur la scène étaient des intrigantes ou des maîtresses ou des choses comme ça. Il aura fallu attendre De Gaulle pour que les femmes aient le droit de vote. Voilà le peuple qui apprend à l'Afrique à respecter les femmes. J'ai dit, mais vous avez dit qu'il y a des Gaulois, un royaume gaulois imaginaire. Vous avez une reine gauloise, donnez son nom. Personne ne parle. Donnez-moi le nom d'une reine arabe. Donnez-moi le nom d'une reine arabe. Le roi d'Arabie Saoudite a fait une rencontre haute en couleur où il s'agissait de défendre les droits des femmes de l'Arabie Saoudite. Mais il n'y avait que des hommes. Même pour dire je souffre. Voilà nos cousins. Hein? Nos cousins, parce qu'eux aussi nous appellent cousins dans les banlieues, tout ça. J'ai dit aux frères, il ne faut plus les écouter. Les histoires de cousins là. Hein? C'est terminé. Hein? Si le Congo démocratique brûle, je vais défendre le Congo. Je ne vais pas m'occuper de la Palestine pendant que le Congo meurt. T'as compris? Les jeunes ont dit oui, professeur. Voilà. Parce que mon enseignement est reçu par la jeunesse. Bon, donc, ce campus que tu vois, c'est ça qui va donner après